On appelle Jean-Gabriel Ganassia, voilà, que je vais présenter. Donc Jean-Gabriel Ganassia, qui est, voilà, ça me fait très plaisir aussi, parce que les deux intervenants que j'avais à présenter, voilà, je les ai connus il y a très longtemps. Donc Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'informatique à Pierre et Marie Curie, directeur adjoint du LabEx Hopeville, donc voilà, observatoire de la vie littéraire, directeur de l'équipe du labo d'informatique de Paris 6, président du comité d'éthique du CNRS et membre de l'Institut universitaire de France. Enfin, voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à tous. Je crois qu'il ne faut pas dire merci, hein, je ne dirai plus merci. Donc, dans cette session consacrée à la mémoire revisitée, j'ai la charge de vous parler de la mémoire contemporaine à l'ère des cyborgs. Alors, pour ce faire, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'Adèle et de son arrière-grand-mère Juliette. Adèle lui demande, dit « Grand-mère, qu'est-ce que c'est qu'une récitation ?» Alors Juliette s'étonne de la question de son arrière-petite-fille. J'ai oublié de dire que nous sommes en 2067 et que cela fait bien longtemps que plus personne ne parle de récitation. Juliette demande à Adèle d'où lui vient ce mot. Où est-ce qu'elle l'a déniché? Et Adèle répond que c'est rien. Elle a juste vu un ouvrage qu'elle a glané et dont le titre était « Les récitations du samedi, exercice de mémoire ». Juliette se souvient bien qu'elle a appris 2 ou 3 récitations dans son enfance, que c'était considéré comme un exercice difficile, un peu archaïque. C'était au début du XXe siècle. Du XXIe siècle. En revanche, les exercices de mémoire, elle n'en avait jamais entendu parler. Elle veut alors en savoir plus sur la découverte de son arrière-petite-fille. Peux-tu me montrer ce livre? Je suis curieuse de savoir où il se trouvait. La petite fille lui transfère immédiatement une copie qu'elle avait marquée d'un très joli signet rouge avec un adorable petit nœud en forme de fleur pour lui signifier combien elle l'aimait. Sitôt qu'elle l'eut reçu, Juliette commence à le lire, enfin à lire la couverture, à voix haute, sur un vieux papier gris-vert un peu froissé, immaculé de taches brunâtres. Cours complet d'enseignement primaire à l'usage de tous les établissements d'instruction publique par E.H. Pochard et H. Le Bourgeois. Les récitations du samedi, premiers exercices de mémoire. Elle s'arrête et murmure songeuse « premiers exercices de mémoire ». Elle marque un temps d'hésitation en essayant de se remémorer ce que ce terme recouvrait exactement. Car même dans son enfance, elle n'avait pas souvenance d'avoir pratiqué ces exercices de mémoire mentionnés nommément comme tels. Elle ne se rappelle rien de l'ordre de l'entraînement ou de l'ordre du travail régulier exécuté sur un rythme hebdomadaire, ce que suggérait le titre « Les examens, les récitations du samedi ». Au vrai, dans son enfance, elle n'avait presque rien appris à mémoriser. Juste à l'école primaire, comme on vient de le dire, quelques récitations, puis des choses nécessaires, les verbes irréguliers en anglais, les exceptions du pluriel des mots en « ou », hibou, pou, chou, genou, bijou, caillou, ou encore les arides tables de multiplication. Elle reprend à la hâte le cours de son exposé pour ne pas perdre la face devant Adèle. Les récitations, c'était il y a très longtemps, avant la toile, avant les téléphones et les tablettes de lecture, avant même les mémoires numériques,
lorsque le savoir se trouvait encore consigné dans des livres imprimés, écrits en tout petits caractères. Dans ce temps-là, lorsqu'on était enfant, on ne savait rien d'autre que ce que l'on avait vu, entendu ou lu, et encore il fallait le répéter de nombreuses fois avant de s'en souvenir. On devait passer des années à acquérir des connaissances avec des instituteurs très sévères et dans des livres en papier qui étaient lourds, difficiles à transporter et très malcommodes à manipuler. Pour éviter de les avoir toujours avec soi, de s'encombrer avec eux, ce qui était malaisé, surtout dans les déplacements, on lisait les textes, on les relisait plusieurs fois, jusqu'à être capable de les redire automatiquement, sans presque avoir à y penser. Les élèves des écoles devaient s'y astreindre, sinon ils se faisaient taper sur les doigts avec des règles dures en bois. Apprendre par cœur, disait-on, comme pour suggérer que, même si le cœur n'y était pas, la tête, c'est-à-dire la conscience, ne jouait plus aucun rôle dans cette restitution orale. Réciter, c'était cela, raconter, dire en respectant le texte avec exactitude, comme si on le lisait, mais sans l'avoir sous les yeux. Alors, s'exclama Adèle, c'était avant les Grecs. Et Socrate qui savait déjà, eux, que tout était en nous depuis le plus jeune âge. Alors Juliette, elle est un peu interloquée du savoir encyclopédique d'Adèle, qui a 8 ans. Tu es trop savante, lui dit-elle. Tu as parcouru tant de livres, mais celui-ci, tu dois peut-être te le réapproprier. La connaissance dont parle Socrate dans le Ménon, et que tu évoques ici, nécessite un accouchement. Il appelle cela la maïeutique. Aujourd'hui, cela n'est plus nécessaire. Tout est presque spontané dans nos implants. Tu en es la preuve vivante. Le souvenir te vient tout seul, sans encombre, et sans l'aide de personne. Il suffit juste de porter son esprit sur ce que l'on sait, alors qu'avant, on devait d'abord se forcer à répéter et répéter, c'est ce que l'on appelait apprendre. Alors il faut dire, pour comprendre le contexte, qu'avec les implants cérébraux de la société Neuralink, qui vient de fêter, nous sommes en 2067, qui vient de fêter ses 50 ans, il n'est plus besoin d'apprendre, plus de récitation, plus d'exercice de mémoire. C'est en cela que l'idée de récitation apparaît bien abstraite à un enfant hybride comme l'est Adèle. Ce rêve d'extension électronique de nos mémoires qui nous dispenserait de la tâche pénible d'apprendre n'est pas à proprement parler nouveau. Peut-être certains se souviennent d'un article écrit en 1945 par le conseiller scientifique du président Roosevelt, Van Warbush, dans lequel il explique à la fin de l'article qu'on pourrait effectivement passer de l'électricité des machines qu'il voulait construire, ces extensions de la mémoire, directement à notre cerveau. Mais ce qui est neuf aujourd'hui, c'est que le milliardaire, multimilliardaire contemporain, Elon Musk, s'engage à réaliser ces dispositifs de mémoire. Vous savez tous qu'après avoir réalisé la société PayPal, avec Peter Thiel, qui permet de faire des virements électroniques sécurisés sans passer par une banque, après ensuite avoir réalisé la société Tesla, qui promet de fabriquer des voitures totalement électriques et autonomes, et ensuite, après avoir monté la société SpaceX, qui enverra bientôt des hommes sur la planète Mars, il a lancé en mars 2017, donc il y a quelques mois, une société qui s'appelle Neuralink, qui promet d'implanter dans le cerveau humain des dispositifs électroniques
pour étendre nos capacités mnésiques dans des proportions quasiment infinies. D'après les déclarations d'Elon Musk, le plan de développement de la société Neuralink va se faire en 2 étapes. Pour un homme habitué aux fusées, nous pourrions dire qu'il y a 2 étages dans la fusée Neuralink. Le premier étage, c'est d'ajouter des implants cérébraux à visée thérapeutique. Le second, c'est d'étendre nos capacités mnésiques en greffant un disque dur sur notre cerveau. D'après Elon Musk, ce ne serait pour lui qu'une question de débit d'information, de bande passante entre notre cerveau et la version numérique de nous-mêmes. Alors notons que le projet d'Elon Musk d'envoyer des hommes sur la planète Mars n'est pas nouveau. De même, le projet d'Elon Musk de créer cette société Neuralink et de rajouter des dispositifs électroniques vient aussi, j'ai dit qu'il se référait entre autres à Van Warbush. On pourrait citer aussi Charles Cros, qui imaginait une duplication de notre cerveau, mais plus précisément, il se réfère à un auteur de science-fiction, Ian Banks, qui a écrit toute une série de livres dans lesquels il parle du lacet neuronal, Neural Lace, qui a pour but de connecter notre cerveau avec le réseau. Alors dans ce projet issu de la science-fiction, projet industriel, je crois qu'il y a à la fois de la science et de la fiction. Et ce que je voudrais préciser ici, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de fiction que de science. Alors, du côté de la science, je crois qu'il y a des choses quand même qui sont importantes. Les implants cérébraux, le premier étage de la fusée, permettent, par ce que l'on appelle la stimulation électrique profonde, de soigner les symptômes de certaines formes de la maladie de Parkinson, comme l'a montré l'équipe du professeur Halim Louis Benabid, une équipe française localisée à à Grenoble, dans ce domaine. Des applications des implants cérébraux ont été envisagées pour soigner certaines formes d'épilepsie, voire même de troubles de la mémoire. Il existe une littérature très fournie sur le sujet. Elle montre que l'on peut stimuler des régions du cerveau impliquées dans la formation du souvenir. Ce sont des résultats expérimentaux que l'on comprend difficilement. Il paraît par exemple qu'une personne qui souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, avec la stimulation, avait moins de troubles obsessionnels compulsifs, moins de dépression, mais une préférence musicale exclusive pour la musique de Johnny Cash. Et lorsque la stimulation disparaissait, elle retrouvait ses troubles obsessionnels compulsifs et elle oubliait Johnny Cash. Des travaux en cours sont conduits pour enregistrer des signaux et ensuite les restituer. Ainsi, s'il y a des liaisons cérébrales, on peut essayer de retrouver un certain comportement normal. De même, on a essayé d'enregistrer pour des addictions un certain nombre de signaux et ensuite de les restituer pour lutter contre le désir et l'addiction. Ça, c'est l'équipe du professeur Théodore Berger qui a travaillé là-dessus. Il a même fait des expériences avec des singes cocaïnomanes, un peu désorientés pour les réorienter. Je passe le détail, c'est passionnant. Mais en revanche, tout ça, c'est positif. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Mais le deuxième étage de la fusée, l'extension de la mémoire, pose un nombre considérable de problèmes. Je vais essayer d'en énumérer 3. Le premier, c'est qu'on ne sait pas comment les informations sont encodées dans notre cerveau. Et donc, il sera très difficile de les encoder sur une mémoire externe. Le second, c'est qu'on ne sait pas où sont localisées les informations. L'idée, c'était d'avoir une petite puce. Or, ce que l'on croit savoir de la mémoire, mais Francis Eustache pourrait le préciser, c'est que l'information est localisée sur tout le cerveau.
Et puis enfin, on sait qu'il y a un nombre considérable de formes de mémoire, des mémoires déclaratives, des mémoires épisodiques, des mémoires procédurales, des mémoires du mouvement, des mémoires conscientes, des mémoires inconscientes. Et donc, cette idée serait très simplifiée. Alors revenons maintenant pour conclure sur l'histoire d'Adèle et de Juliette par laquelle nous avons commencé. Adèle, un peu décontenancée par cette histoire de récitation qu'elle ne comprenait pas très bien, demande à Juliette, sa bisaïeule, Grand-mère, comment c'était avant? Est-ce que c'était douloureux d'acquérir les connaissances? Puis elle pense un peu à la méiotique, à son histoire de Socrate. Elle dit est-ce que c'était douloureux comme les accouchements des femmes de l'ancien temps avec les forceps? Alors, douloureux, non, lui dit Juliette, ça n'est pas le terme, et puis les forceps n'ont rien à voir avec cette histoire. Enfin, c'était un peu fastidieux, parce que ça exigeait de porter son attention de façon soutenue sur ce que l'on cherchait à mémoriser, de se concentrer, de réfléchir longtemps, sans se disperser, sinon on oubliait. Hein? Ou on oubliait. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ça correspond à l'effacement? Non, 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 l'oubli c'était progressif, c'était pas total. En revanche, l'effacement c'est définitif. Juliette lui explique alors que les hommes ne parvenant plus à faire la paix avec les mémoires artificielles, car les crimes de leurs ancêtres ne parvenaient plus à être effacés, leurs parents, les crimes de leurs parents, de leurs voisins, les crimes dont d'autres avaient été victimes, étaient toujours présents à leurs yeux. On ne pouvait plus pardonner. Alors on a décidé, d'un commun accord, d'effacer certaines choses. Et Adèle demande, alors mais qu'est-ce qui a été effacé? Et qu'est-ce qui a effacé? Alors Juliette ne s'en souvient plus, elle ne sait plus, plus personne ne sait, puisque ça a été effacé. Alors, en conclusion, je voudrais reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure par, je crois que c'est Bernard Gols, hein, il disait on ne sait pas mémoriser, on ne sait pas faire des greffes d'histoire. Hein, ce que propose Elon Musk, c'est un peu ça, une greffe d'histoire. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce qui apparaissait comme un rêve, celui de ne plus avoir à faire d'efforts d'apprendre, se révélerait, je crois, s'il advenait, être un cauchemar terrifiant. Nous deviendrons, si cette mémoire électronique se greffait effectivement sur nos cerveaux, les esclaves des grands effaceurs et des introducteurs, ceux qui grefferaient ces histoires sur nos mémoires, qui commanderaient tout ce que nous sommes autorisés à savoir et qui seraient capables de l'effacer. Alors qui plus est, hein, avec ce lacet neuronal, nous serions tous en contact immédiat les uns avec les autres et nous n'aurions plus d'intériorité, plus d'individualité. Merci.